Ah, ok, c'est bon. Donc, bonjour à tous et à toutes en cet après-midi pour notre événement. Bienvenue tout le monde donc, à notre événement spécial dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Mon nom est Christiane Salle, pour ceux qui ne me le connaissent pas, et je suis la directrice du programme de pratique de droit de l'Université d'Ottawa. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui et donner cette opportunité donc, de discuter de sujets importants et même de vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire au PPD ainsi que dans notre réseau. Donc, sans plus tarder, j'aimerais souligner avant tout que je m'adresse à vous des bureaux du PPD qui sont situés sur les territoires non cédés du peuple Algonquin-Anishinaabe. Et nous sommes reconnaissants de leur accueil sur le territoire. Et je suis consciente aussi que plusieurs d'entre vous, vous nous rejoignez de différents territoires, de d'autres peuples autochtones. Et je vous invite à consulter les nombreuses ressources disponibles en ligne pour en savoir plus sur les traditions et sur les cultures de ces divers peuples. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à mon collègue Thierry Diop, qui va être le modérateur de notre panel aujourd'hui et qui va présenter nos conférenciers. Mais j'aimerais juste souligner aux avocats et aux avocates qui se joignent à nous que nous avons demandé l'accréditation du programme et ces informations vous seront soumises après le programme, dès qu'on a la réponse du barreau pour les heures de professionnalisme. Sans plus tarder, Monsieur Diop. Merci beaucoup, Metsad. Encore une fois, bonjour, mesdames et messieurs. Je vous adresse à toutes et à tous mes salutations et nous sommes ravis de vous accueillir à cette causerie qui porte sur un thème essentiel, celui de l'accès à la justice pour les communautés noires, avec un accent particulier, bien évidemment, sur la perspective de la plaidoirie visuelle. Je suis Tierno Ibrahim Diop et je suis très honoré d'être le modérateur de cet événement. Donc, notre programme d'aujourd'hui comprend une série de questions intrigantes que nous avons préparées pour nos conférenciers et conférencières, promettant ainsi des discussions stimulantes. Le but de notre causerie est de célébrer ce mois qui est pour nous, communauté noire, une occasion de mettre en lumière les réalisations des personnes noires en Ontario, ainsi que les défis auxquels nous sommes confrontés. Elle vise également à sensibiliser nos alliés et ceux de la communauté noire à l'importance de l'inclusion, la diversité et l'équité dans le domaine juridique. Voici notre programme. Donc, dans la première partie, nous allons commencer par visionner une vidéo sur l'accès à la justice des minorités francophones afin de comprendre les défis actuels de l'accès à la justice pour les communautés noires et savoir comment valoriser la diversité et l'inclusion dans le système judiciaire ontarien. Ensuite, la deuxième partie mettra en lumière l'importance de la plaidoirie visuelle pour promouvoir la diversité dans le système judiciaire, suivie d'une période de questions-réponses avec nos conférenciers et conférencières. Nous examinerons donc dans cette partie comment cette forme de plaidoyer peut contribuer à ouvrir des voies vers une justice plus accessible et équitable pour tous. Enfin, dans la troisième partie, nous aborderons la compréhension interculturelle en discutant des préjugés et des stéréotypes liés au système judiciaire, ainsi que des solutions pour améliorer l'accès à la justice pour les communautés noires en particulier. Cette dernière partie nous amènera donc à réfléchir sur les actions que chacun de nous peut prendre pour promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion des communautés noires. Je vous encourage tous à participer activement à cette discussion et à partager vos perspectives et vos idées, car ce n'est qu'ensemble que nous pouvons travailler vers un système judiciaire plus juste et inclusif pour tous. Permettez-moi maintenant de vous présenter nos différents conférenciers et conférencières qui apportent une expertise précieuse et diversifiée à cette discussion. En l'occurrence, Maître Garik Apollon, qui est un avocat cinéaste et fondateur de CPE Studio, qui est une compagnie spécialisée dans la recherche et la production de films documentaires pour le développement professionnel des professionnels du droit et dans le monde des affaires. Maître Garik est aussi membre du barreau depuis 2004. Nous avons ensuite Maître Liliane Kalonji, qui est une avocate et experte en droit de la famille et actuellement directrice du Centre juridique pour femmes de l'Ontario. Elle est une ancienne du PPD et membre du barreau depuis 2020.
Nous avons Maître Francesca Kakou, qui est une avocate en droit de la famille à la clinique juridique francophone d'Ottawa, qui est également une ancienne du PPD. Elle est membre du barreau de l'Ontario depuis 2023. Nous avons Maître Damien Massy, qui est avocat à Dimon Law et au service d'aide juridique du Centre francophone du Grand Toronto. Il est aussi un ancien du PPD et membre du barreau depuis 2014. Maintenant, sans plus tarder, nous allons visionner la vidéo sur l'accès à la justice des communautés francophones pour nous aider à contextualiser nos discussions. Je vais la partager dans un petit instant. Accordez-moi juste quelques secondes. La plaidoirie visuelle permet d'humaniser le problème juridique. On parle d'accès à la justice, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ça devient presque un cliché d'adopter tous ces termes. Donc c'est vraiment de revenir à l'humain et d'humaniser cet accès à la justice, justement, de contribuer de façon positive par différents moyens de communication et de pouvoir toucher et de faire comprendre ces enjeux-là. Moi, je définirais l'accès à la justice comme la capacité des individus à obtenir un accès équitable et égal au système juridique et à ses services. Ça implique effectivement de lever les obstacles qui entravent la compréhension et la participation effective des individus aux procédures juridiques. C'est un système qui est assez complexe, donc sans aide, ça peut devenir difficile pour les justiciables de naviguer. La formation de plaidoirie visuelle est très pertinente au sein du PPD parce que moi, elle m'a permis d'aiguiser mes compétences dans la production du matériel audiovisuel. J'encouragerais à tout futur juriste d'initier la plaidoirie visuelle dans sa pratique car il pourrait permettre éventuellement à contribuer à plus à l'accès à la justice au sein de la communauté. Par exemple, dans le cadre du projet de plaidoirie visuelle, nous avons travaillé avec la clinique juridique d'Ottawa à Vanier, plus précisément en droit de la famille, pour un peu comprendre le problème d'accès à la justice des personnes francophones habitant dans la région de Vanier et ses environs. Ça va bien? Oui, ça va. Ça va très bien, merci. J'écoute moi. Merci. Et puis, on va faire un contrat de mariage. Alors, donc, je vais prendre note. La plupart des clients que nous recevons à la clinique sont peut-être des immigrants ou des personnes qui se sont retrouvées, qui sont aussi des natifs d'ici, qui se sont retrouvés dans une situation sans le vouloir. Et puis, on est dans des problèmes, mais on a besoin d'assistante en avocat. Je vais vous parler un peu d'une expérience vécue, d'une personne qui va témoigner sur le service dont elle a bénéficié au sein de notre clinique juridique, plus précisément en droit de la famille. Comme j'ai dit, je suis avocate en droit de la famille. Bonjour Madame Eliane. Ça va? Oui, ça va très bien, grâce à Dieu. Ça va très bien. Oui, ça va très bien. Ça fait longtemps, je trouve que tu as une bonne mine là. Ah oui, grâce à Dieu, ben, moins de stress, comme vous le saviez. Moins de stress maintenant. Je sais pas, j'ai une vie plus tranquille. Ok. Quand les personnes séparées, elles ne se comprennent plus. Alors, tu as besoin de quelqu'un qui va articuler ce que tu veux, ce que tu penses, de manière simple et claire à l'autre. On te décharge déjà d'un fardeau là. Le stress là, tu en ressors un peu plus soulagé. Tu dors un peu mieux de savoir qu'il y a un professionnel qui est qualifié, qui sait exactement comment parler à la personne pour arriver à quelque chose de tangible. Je suis bien contente parce que je peux voir que vous êtes un peu déchargée du stress. Oh oui, parce madame. que je pouvais voir, je sens une différence
depuis nos rencontres au bureau, là. Et là, maintenant, là, je vous sens un peu plus détendue. Madame Liliane, je dors la nuit. Ben, ça, c'est une très bonne nouvelle. Je me souviens, lors du coup de fil, vous avez... Mais je ne dors pas, je ne dors pas, il ne me comprend pas. Ce qui m'a plus marqué dans ça, là, c'est le fait que j'ai même pas payé $1, Madame Liliane. Seigneur, j'ai trouvé ma tranquillité pour $0. Et puis pour moi, c'était comme donner un peu la voix aux sans-voix, c'est-à-dire aux personnes qui sont un peu marginalisées dans la société, juste parce que ils n'ont pas pu se retrouver dans une situation financière confortable, non pas forcément toujours par choix, mais des fois à cause des défis de la vie. Parmi les défis, je peux donner juste un exemple, c'est des immigrants, des gens qui viennent refaire leur vie pour la première fois et qui se retrouvent dans une situation où ils doivent se séparer. Ils n'ont pas assez d'expérience au Canada, ils n'ont pas encore travaillé et ils ont besoin d'aide. Je pense que c'est pas toujours possible de, comme un peu, de réglementer le comportement de quelqu'un. Ça, c'est pas toujours facile. Nous, on aide, on apporte des solutions au niveau du droit. Au niveau humain, ça peut prendre encore un peu de temps. Le service n'était pas pour changer la personne. Absolument. Donc ça, c'est sûr, personne ne peut changer personne. OK? Mais par contre, je pense que la décision, ben, ce chemin-là que j'avais pris, l'a un peu changé. Pas complètement. OK? Et je suis certaine que ça va venir. Et mon attente aussi n'était pas comme de le voir changer en tant que personne, mais plutôt de me faciliter la tâche et, pour le bien-être de mes enfants. J'ai un garçon de 4 ans et une petite fille de 9 mois. L'importance de ma famille, pour moi, c'est premièrement leur santé, deuxièmement leur bien-être, qu'ils grandissent dans la joie, dans la paix. Ça a beaucoup d'importance pour moi. Alors, vous voyez un peu qu'avoir une cliente qui qui a des problèmes comme celle de madame, on a un petit bébé en main, on doit réfléchir comment naviguer le système en anglais, ça devrait être quand même comme un vrai cauchemar. Alors, c'est pour ça que j'aime la particularité de travailler à la clinique en français, c'est parce que je réponds aux besoins des personnes qui ont une barrière de langue, une barrière linguistique, qui ne parlent que le français. Le fait d'avoir reçu le service, je veux dire, en français, ça m'aidait comme pleinement. C'est comme, je pouvais tout expliquer, je pouvais parler en détail de ce que je voulais et je pouvais tout comprendre aussi. Parce que des fois, quand je suis en face de quelqu'un, je dois m'exprimer en anglais, je suis pas anglophone et tout, donc ça me complique la tâche, puis je suis un peu réservée dans ce que je dis, je peux pas m'exprimer clairement, mais avec le service juridique francophone que j'ai reçu, donc ça a été pour moi, c'est comme la meilleure des choses. Alors, je deviens un peu la voix de ma cliente dans un système et dans une langue qu'elle comprend le mieux. On est dans une province de l'Ontario qui est majoritairement anglophone. Alors, pour cette minorité linguistique, je pense que permettre aux gens d'accéder à la justice en français, c'est un très gros soulagement. Si vous confrontez des problèmes comme ça avec votre mari ou avec votre ex, va voir un avocat, parlez-y. Et c'est sûr que vous allez trouver une solution pour. Parfait, merci beaucoup. Nous allons maintenant entamer la deuxième partie à travers des questions-réponses. Maître Apollon, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la plaidoirie visuelle? Merci Tierno. Bonjour tout le monde. Donc, simplement, on est habitué à la plaidoirie écrite, la plaidoirie orale. Plaidoirie visuelle, c'est de formuler des arguments juridiques avec des images, avec une histoire humaine. Comme Maître Saad dit, c'est humaniser le droit.
Donc, c'est ça. C'est juste d'expliquer l'expérience vécue par les justiciables, leur expérience humaine qu'ils vivent par rapport à la justice. C'est tout simplement ça. Parfait. Pourriez-vous maintenant nous parler de l'importance de la plaidoirie visuelle, en particulier dans le cadre de la sensibilisation aux problèmes liés à l'accès à la justice pour les communautés Oui, noires? oui. Ça, c'est une question vraiment. Puis pourquoi le sujet me passionne autant? Puis je vais commencer avec une statistique percutante. Au Canada, il y a plus de 20% de la population qui ne prennent aucune mesure significative concernant leurs problèmes juridiques. Puis plus de 55% des Canadiens qui ne savent pas vraiment quoi faire. Ils ne comprennent pas leurs droits. Donc, quand on parle d'accès à la justice, il faut aussi parler de comprendre le droit. Le droit n'est pas toujours accessible et vulgarisé. Donc, la force de la plaidoirie visuelle, une image vaut 1000 mots, tout simplement. La vidéo qu'on vient de voir, euh, la cliente de la clinique finit en disant, allez voir un avocat. Elle explique que ça va changer sa vie, elle peut dormir, tout ça. C'est dans des langages symboliques comme ça qu'un justiciable va vouloir aller consulter un avocat, une clinique juridique. Parce que aussi, la plupart des Canadiens, 55% des Canadiens, selon les statistiques, et je vais partager avec vous, croient que c'est trop compliqué d'aller voir un avocat, que ça va coûter trop cher et que ça va prendre trop de temps, puis ils ont peur de le faire. Donc, il y a vraiment une crainte par rapport au système judiciaire. Et la plaidoirie visuelle, ça vient encourager les justiciables, ça vient expliquer le droit, le rendre accessible, le vulgariser à partir d'une histoire vécue. C'est une forme d'un vidéo, un documentaire, puis ça les encourage. Donc, c'est tout. Je vais partager avec vous ici dans le meeting chat les statistiques. Parfait. Merci beaucoup, Maître Apollon. Maître Liliane, quelles sont vos motivations qui vous ont poussé à participer à ce projet? Est-ce que Maître Liliane est là? Je l'avais J'allais vu répondre ici. pour elle pour dire Maître Apollon est très convaincant. Je l'ai bien convaincu. Elle n'était pas certaine au début d'aller à la télévision, Je devant la m'excuse. caméra. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que, Oui, est-ce que vous me l'image est un voyez? peu floue. L'image est un peu floue, mais Est-ce que vous me ça voyez? va, oui. Ça va. Ah, parce que je crois que j'ai des soucis au niveau de mon ordinateur. Je n'arrive pas à me connecter, donc je me suis connectée sur mon téléphone. Je suis désolée. C'est correct. OK, Donc, donc, mhm. je vous demandais quelles étaient vos motivations à participer à ce projet. Parce que tout justement, Maître Apollon était très convaincant. Parfait. Bon, Excellente réponse. disons, c'est ça. Et, disons que quand le PPD m'a approché pour le projet et quand on a parlé avec Maître Apollon, pour moi, c'était une opportunité de pouvoir véhiculer un peu ce type de plaidoirie-là. Comme Maître Apollon l'a si bien dit, une vidéo vaut mieux 1000 mots, hein? Oui, Et puis, c'est humaniser le droit, le fait que quand les choses passent en visuel, c'est bien, ça permet à tout le monde un peu de visualiser les histoires ou bien les histoires particulières qui arrivent à nos clientes. Et puis, c'est la façon efficace de pouvoir mobiliser les gens et puis les inviter et inviter aussi les clientes à s'identifier pour pouvoir recevoir une réponse par rapport à leurs problèmes. parfait. Merci. Donc, en participant à ce projet, quel impact espériez-vous voir au sein de la communauté? Déjà, l'impact, c'est d'avoir l'information qu'il faut, l'information correcte par rapport aux services que l'on offrait à nos clients. À l'époque, comme je travaillais à la clinique juridique. Et puis, en plus de cela, c'était de démontrer un peu c'était quoi l'avantage d'offrir des services comme les services qu'on offrait aux francophones, aux immigrants, dans un contexte comme celui dans lequel on se trouve.
Donc, pour moi, c'était vraiment une bonne opportunité de pouvoir passer un message, d'informer, d'éduquer la population sur une question donnée comme celle qu'on a eu à présenter dans le projet. Parfait. Merci pour cette belle réponse. Maître Massy, quels sont selon vous les principaux obstacles auxquels les communautés noires sont confrontées en matière d'accès à la justice? Merci. Je suis surpris en tant qu'avocat de CP Studio. Je n'ai jamais entendu parler de ce projet, mais Il y a trop de projets, Maître. Merci. Il y en a On va trop. dire que c'est la faute à Maître Apollon. Ouais, ouais. c'est parce que c'est très intéressant, juste la question de l'accès à la justice. À Toronto, par exemple, on a ce problème avec, à la clinique dans laquelle je travaille aussi. Il y a des justiciables qui arrivent, mais qui ont peur. Par exemple, ils ont peur disons, une personne a un cas de discrimination au travail, d'abus au travail. Ça m'est déjà arrivé avec des clients, ils arrivent et on leur explique le droit, mais étant donné que ce sont des immigrants, ils auront peur pour les conséquences sur leur permis de travail, les conséquences sur leur statut. Donc, ils ne veulent pas prendre. Ils vont dire, OK, le problème est sérieux, mais je ne veux pas avoir de conséquences, même quand on leur explique que c'est leur droit. Ils ont peur qu'il y ait des conséquences d'entamer une action en justice contre l'employeur. Donc, je pense que, par exemple, une vidéo comme ça, si nous, on l'a, par exemple, euh, qui visionne des vidéos de ce genre, ça peut atténuer certaines peurs de comprendre que le processus n'est pas aussi contraignant. Parce que moi, je vais l'expliquer en des termes très compliqués. Je vais dire, oh, je vais faire des mises en demeure, après on va aller à la Cour des droits de la personne, après on va à la Cour supérieure. Pour eux, là, oh, c'est juste trop de problèmes. Là, ça commence à être compliqué. Mais avec des vidéos, pour les apaiser, euh, juste avoir de l'information pour les apaiser, que le processus n'est pas aussi contraignant et qu'il n'y aura peut-être pas des conséquences parce qu'il y aura, si l'employeur, par exemple, prend des mesures retaliation, comme ils disent, des mesures de représailles. Au contraire, c'est une preuve qu'on peut utiliser encore pour soutenir l'abus ou la discrimination. Dans le problème de comprendre le droit de faciliter l'accès à la justice, ça c'est un problème pour les personnes de différentes communautés. Ils n'ont pas accès à l'information, ils n'ont pas accès au processus. Il faudrait trouver un moyen de vulgariser le processus, de le rendre plus simple. Euh, il y a aussi le problème des coûts. C'est très important, les coûts, par exemple, en matière de litige civil. Ça peut être très coûteux pour des personnes qui ne peuvent pas se payer un avocat. Je trouve que moi, j'ai des clientes, par exemple, qui a son enfant, c'est une mineure, donc il faut nommer un tuteur à l'instance. En matière de procédure civile, il faut toujours nommer un tuteur à l'instance. Mais pour ça, il faut demander la permission au tribunal. Et après, et même quand il y aura un paiement qui sera fait, l'argent, il faut encore demander la permission au juge pour l'utilisation. Donc, c'est un processus qui peut être long, très coûteux en matière de litige civil et ça freine beaucoup le fait que des personnes puissent représenter certaines catégories de personnes qui n'ont pas les moyens, par exemple dans les communautés noires. Les coûts de l'accès à la justice peuvent être aussi très élevés. Vous êtes sur mute, Tierno. Désolé. Merci beaucoup, Maître Karik. Donc, Maître Kaku et Maître Massi, en tant que prestataire de services juridiques communautaires, pouvez-vous nous parler de l'impact que l'accès à la justice ou son absence a eu sur votre vie personnelle ou celle de vos clients issus des minorités visibles? Nous allons commencer avec Maître Kaku. Alors, merci Tierno pour cette opportunité que tu me donnes de partager un peu mon expérience parce que contrairement à tous mes autres collègues, je suis nouvelle et c'est une nouvelle expérience pour moi. Et je peux dire que en tant que prestataire de services juridiques communautaires, ce que j'ai découvert, c'est que en face d'un problème juridique, il n'est pas toujours question d'être assez euh, éduqué ou moins éduqué ou d'être pauvre ou de ne pas avoir ou d'être riche. J'ai découvert que les émotions et surtout les barrières linguistiques et culturelles ont un impact incroyable sur tout le processus. Donc, on peut avoir une bonne connaissance du droit, mais la culture, la façon dont nous avons été éduqués
le système dans lequel nous avons grandi peut nous empêcher de comprendre comment est-ce on peut se lever et dire non, ça c'est mon droit. Puis moi qui pratique en droit de la famille, je le vois au quotidien. Vous pouvez trouver une femme qui vient d'une origine, je choisis l'origine, mais d'une origine d'un milieu culturel où la femme doit rester dans son mariage jusqu'à la fin. Elle veut quitter, mais elle n'a pas ce courage-là à cause de tout ce qu'elle a appris depuis qu'elle est toute petite. Donc, tu vas beau lui donner l'information nécessaire, ça prend encore un courage surhumain pour dire, je veux exercer mon droit. Puis la deuxième chose que j'ai réalisée, c'est parfois le manque de représentation adéquate. Certaines personnes n'ont pas forcément les moyens, mais elles ne sont pas éligibles à l'aide juridique. Puis elles ne sont pas aussi éligibles aux services que la clinique juridique offre. Alors qu'en réalité, elles sont dans le besoin et elles ont besoin d'avoir accès à la justice. Donc les ressources que la communauté ou le gouvernement met à la disposition de tout le monde sont parfois insuffisantes et il nous revient à nous, avocats praticiens, de lever le drapeau et de dire non, on doit revoir tout ce qui est critères d'admissibilité financière au certificat d'aide juridique et à l'aide juridique qui est offerte dans certaines communautés, tout en démontrant que l'accès à la justice, ça compte autant en anglais qu'en français. Ouais. Merci beaucoup, Maître Massy. Est-ce que vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Alors, la question est de savoir, en tant que prestataire de services juridiques communautaires, est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact que l'accès à la justice ou son absence a eu sur votre vie personnelle? Je sais que vous avez évoqué tout à l'heure dans le cadre professionnel, mais nous voulions savoir qu'est-ce que cet impact a sur votre vie personnelle et celle de vos clients. Oui, un point que je remarque de plus en plus personnellement, c'est on met beaucoup d'accent sur les personnes, par exemple dans le système criminel, parce que je fais parfois du droit criminel, on met beaucoup l'accent sur les personnes accusées des communautés noires qui sont le plus représentées dans le système euh, criminel. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que les victimes sont les plus représentées aussi sont les personnes de la communauté noire. Ça, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de victimes euh, dans la communauté noire et qui n'ont pas accès forcément à l'information concernant les services d'aide aux victimes. Dans le cadre des affaires criminelles, le service d'aide aux victimes, c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de victimes. Il y a les conséquences sur l'image de la famille. Euh, Par exemple, il y a cette jeune dame en ce moment que nous suivons qui est persécutée par une autre jeune dame. Les parents ont porté plainte. Et on se rend compte que le problème du service d'aide aux victimes n'est pas aussi efficace que ça. Ça existe, mais ce n'est pas aussi efficace que ça. Donc, ces personnes méritent un suivi particulier, que ce soit dans le cas d'agression, des questions familiales, par exemple. Mais là, c'est vraiment la question de savoir comment est-ce que ces personnes, ce sont aussi des hommes, ce pas juste des femmes. Donc, quand je parle de façon générale, les victimes ne sont pas forcément suivis comme et le doit. Donc, je l'ai aussi appris. Et aussi, il y a aussi un problème de stéréotypes. Il y a beaucoup de stéréotypes. Lorsqu'une personne d'une certaine beauté fait l'objet d'accusations ou bien que ce soit la question des logements, la couleur de peau, les stéréotypes, ça joue beaucoup en leur défaveur. C'est ce que j'ai aussi remarqué. Et c'est vraiment... Oui, il y a une question. Non, j'allais simplement vous arrêter parce qu'à cause du temps. Ok, c'est comme. D'accord, merci. Donc, mais appelons, de votre point de vue, comment l'histoire des Noirs en Ontario et au Canada a influencé les perceptions actuelles de l'accès aux services juridiques des communautés noires? J'aimerais mieux comprendre votre question. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les problèmes dans la communauté noire vis-à-vis l'accès à la justice et autres? Exactement, oui. Ouais. Ben, Maître Massy a parlé. Donc, les statistiques du ministère de la Justice du Canada, il y a une surreprésentation des Noirs dans le système de la justice, comme les peuples autochtones, les Autochtones, les Noirs. Donc, ça vient créer aussi la peur
Et la peur aussi peut être fondée aussi par le fait que c'est des populations souvent immigrantes, donc ils ont une mauvaise connaissance du système juridique. Donc, quand on dit que 55% des Canadiens ont peur qu'on ne prenne pas le système, donc si on est noir, on a déjà des appréhensions négatives. En plus, on est d'origine immigrante, donc ça vient augmenter les difficultés. Donc, dans ce contexte-là, c'est très important de faire la promotion de l'accès à la justice par euh, donner des informations juridiques, vulgariser le droit et faire de la plaidoirie visuelle. C'est vraiment un outil très, très, très pratique. Et là, je crois qu'on pourra faire un projet avec la clinique juridique à Toronto de Maître Massy, là. Je pense que c'est ça qu'il essaie de dire, Christian. Il dit comment faire ce projet-là. Absolument. Donc, on ira à Toronto faire un projet. Parfait. Merci pour ces réponses qui sont très captivantes. Voilà maintenant la troisième partie qui est réservée à une période de questions-réponses avec tous les participants et participantes pour discuter notamment des préjugés et des stéréotypes ainsi que des solutions pour améliorer l'accès à la justice pour les communautés noires en particulier. Donc, tout le monde est invité à la discussion. Les conférenciers également peuvent poser des questions aux participants ou aborder des points qu'ils aimeraient discuter. C'est Maître, j'ai oublié votre nom, vous êtes nouvelle dans la pratique, Maître, vous avez dit Kakou. quelque chose. Kakou. Kakou, vous avez dit quelque chose de très important. Elle a parlé de compétences interculturelles, de compétences culturelles et aussi de compétences au niveau de l'intelligence émotionnelle des juristes. Les vidéos, les films, ça l'aide à ça aussi. Quand on veut apprendre une nouvelle culture, je me souviens quand j'apprenais l'anglais, c'est à partir de la musique des films que j'apprenais la culture anglaise, américaine ou canadienne anglaise. C'est à partir des films, de la musique. Donc, la plaidoirie visuelle, c'est aussi ça. C'est une fenêtre sur mieux comprendre l'être humain, mais aussi pour la personne, pas juste le justiciable, mais pour les juristes, pour les avocats, les professionnels du droit, améliorer leurs compétences culturelles et émotionnelles vis-à-vis de leurs clients. Fait que c'est un outil qui est très utile des deux côtés. Parce qu'il y a certaines choses que la justiciable disait que pour quelqu'un qui vient de la communauté noire, d'origine haïtienne, africaine, vont comprendre tout de suite, mais une personne qui ne vient pas de la communauté va dire ah, OK, je crois. Ils vont voir certaines choses, ils vont pouvoir mieux saisir la personne. Merci pour cette précision. Alors, pour laisser le temps à chacun d'organiser ses questions, je vais briser la glace en posant la question suivante. Donc, à votre avis, la question s'adresse à tous nos conférenciers ainsi qu'aux participants. À votre avis, quelle action spécifique ou quelle action pensez-vous que chacun de nous devrait entreprendre pour favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion des communautés noires au sein du système judiciaire? Qui aimerait s'aventurer? C'est pas une question facile, Tierno. Ben, une chose, moi, que je peux te dire, c'est qu'il faut d'abord se construire comme une communauté, s'impliquer, faire des projets, puis travailler avec des personnes qui sont nos alliés. Christiane, sérieusement, Maître Sade, au fil des années, ça fait plusieurs années que je suis enseignant praticien. Elle a toujours appuyé toutes les communautés noires, toutes les autres communautés qui viennent dans le programme du PPD. Donc, elle a toujours, toujours travaillé comme un allié très fort. C'est important, ça. Ça prend un leadership aussi des deux côtés, mais aussi, il faut d'abord être organisé dans notre communauté, puis se mobiliser, puis vouloir faire des choses. Donc, c'est des deux côtés. De mon côté, je suis fier aussi de mon leadership. J'ai toujours demandé à Maître Sade de faire des activités comme celle d'aujourd'hui, pousser pour pouvoir aussi, c'est des deux côtés. Puis là, après, nos alliés vont nous aider. Je pense que c'est un leadership mutuel parce que c'est une responsabilité collective. C'est pas juste un problème de la communauté noire, c'est un problème de tous les Canadiens qu'on doit résoudre ensemble. Donc, selon moi, c'est une responsabilité partagée comme on le fait au PPD. Puis, je trouve on part du PPD, on est déjà un exemple. C'est tout. Puis là, le barreau de l'Ontario va entendre ça, donc je suis fier de leur dire aussi. Merci pour ces commentaires. Est-ce que quelqu'un voudrait s'aventurer ou, je ne Donc, sais pas, avec une j'aime- question ou un commentaire? Ouais, allez-y. Oui, moi, j'aimerais ajouter à ce que Maître Apollon a dit que autant on parle de offre active de services en français,
autant on devrait parler de offre active de services juridiques dans nos communautés. Parce que c'est ça qui fait la différence. En toute chose, l'information fait la différence. Si on a un nouvel arrivant qui a des problèmes, qui arrive, qui ne connaît pas le système, ne serait-ce que voir quelqu'un dans son église qui lui dit, est-ce que tu sais que tu as des droits? Est-ce que tu sais qu'il y a un centre communautaire qui peut t'aider? Ça, c'est de l'offre active que chacun de nous peut faire au quotidien. Qu'on le veuille ou pas, on n'est pas noir seulement en février, on est noir toute l'année. Et cette offre-là doit rester là tout le temps. Nous, les autres, dans la communauté noire, on fait beaucoup de choses pour notre communauté, mais, comme on dit, on ne fait pas assez de bruit sur ce qu'on fait. On ne valorise pas assez ce qu'on fait pour nos communautés. Puis c'est là qu'on doit faire la différence. Faire de l'offre active, présenter nos succès, présenter nos défis et travailler sur nous-mêmes pour être meilleurs dans tous les domaines. Ça, je pense que c'est la meilleure réponse qu'on peut donner. C'est bien dit. Oui, absolument. Si je peux ajouter, après ce qui a été dit par mes collègues, c'est très, très vrai. Je pense que une des choses les plus importantes, par exemple, que moi j'ai reçues du PPD, c'est la formation de qualité. Je suis capable de faire des dossiers dans différents domaines de droit. De façon particulière, je les prends sur moi-même. Je n'ai pas besoin de l'aide d'un autre cabinet. Par exemple, je fais du litige civil. C'est parce qu'à cause de la formation que j'ai eu au programme de pratique de droit. Et c'était une très bonne formation. Et le plus important aussi dans notre communauté, c'est que pour les personnes qui veulent pratiquer le droit, il faut aussi avoir cette nécessité de savoir que les avocats aussi se font de l'argent. Ils se font de l'argent. Il faut être direct, il faut dire la vérité. Lorsque vous voulez pratiquer dans ce domaine et vous avez un intérêt à vous faire de l'argent, être avocat vous permet aussi d'avoir beaucoup d'argent d'une certaine façon. Donc, les personnes de notre communauté se disent aussi qu'on peut pratiquer le droit et se faire beaucoup d'argent avec une bonne formation, de gagner bien sa vie. Et avoir aussi, par exemple, avec des accords avec les gens de notre communauté, parce qu'on ne va pas tout le temps faire du pro bono, il faut aussi bien gagner sa vie. Mais il faut comprendre aussi qu'avoir des mandats de façon contingente, de dire, OK, par exemple, mon litige civil, ça m'arrive avec des personnes de dire, OK, c'est uniquement qu'on va avoir gain de cause, que je vais prendre de l'argent dans 30% ou autre, 20%, mais dépendamment du problème. Donc, je pense que aider les personnes de cette façon, mais en pensant aussi à l'objectif de savoir qu'on peut gagner sa vie, de cette façon, c'est quelque chose qu'on doit encourager dans la communauté, de dire que, OK, on peut le faire, on peut gagner de l'argent en aidant les autres. Ça, c'est une chose qui est importante aussi. Nous avons une main levée. Oui, allez-y. Edwidge, est-ce que vous avez une question? Bonjour, je vous remercie pour la parole. Et les informations sont très intéressantes. Et je me suis inscrite pour avoir une meilleure visibilité car j'ai été victime, évidemment, par rapport aux barrières linguistiques et aussi liées à une méconnaissance du système. Car il y a quelques années, j'ai publié 3 ouvrages au Canada et j'ai réalisé qu'un auteur canadien avait royalement copié mes 2 livres. Donc, étant à ce moment-là en France, je m'étais rendue au Canada, mais vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai tourné en rond de service en service au téléphone, anglais. Et j'ai tellement tourné pendant 4 ans que finalement, rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Voilà. Et donc, c'est pour moi le moment de vous dire si à la fin, on peut avoir des contacts précis par rapport à ce genre de situation, puisqu'il s'agit quand même de violation des droits d'auteur. Et je trouve qu'il y a une certaine... ce n'est pas évident entre le fédéral, voilà, et moi qui suis de l'Ontario, et on m'a tourné, j'ai tourné, j'ai écrit même à des ministères, mais j'ai tourné, et puis finalement, voilà. Et donc, j'aimerais vraiment avoir plus d'informations lorsqu'il y a ce genre de rencontre, et je remercie tous les spécialistes qui ont pris leur temps pour nous permettre d'avoir une fenêtre ouverte sur le sujet. Merci. Merci. Oui. Donc, Myriam? oui, moi, je voulais ajouter aussi, je voulais rebondir un peu sur ce que Maître Kakou a dit tout à l'heure.
c'est de parler de l'offre active à nos communautés par rapport aux services qui existent. Par exemple, elle a mentionné que il y a des personnes qui ne qualifient pas à l'aide juridique, qui ne qualifient pas avec les cliniques juridiques. C'est que les gens pourraient apprendre que il y a quand même des organisations qui offrent des services dégroupés ou des services qui tiennent compte un peu de nos réalités un peu financières. Juste pour citer un peu que notre organisation, nous avons quand même fait un effort de penser à toutes ces personnes qui ne sont pas, qui ne peuvent pas bénéficier d'un certificat d'aide juridique et qui ne peuvent pas qualifier aux cliniques juridiques, mais qui pourraient bénéficier, par exemple, d'un mandat à portée limitée dans un domaine précis. Vous avez aussi d'autres organisations qui vous permettent de payer vos services à un coût raisonnable. Par exemple, Justice Net. Donc, en fait, c'est de valoriser un peu les services qui existent pour que les personnes comprennent qu'elles ont accès à de l'information, qu'elles ont la possibilité de poser des questions, qu'elles ont des fois des services. Il y a même le service de référence du barreau qui offre 30 minutes gratuites. Donc, c'est tout, c'est de rendre disponible l'information. Quand on a l'information, c'est une mine d'or. Quand vous avez l'information, vous ne perdez pas déjà le temps et puis vous toquez à la bonne porte. En toquant à la bonne porte, vous gagnez vraiment des minutes inestimables sur le temps et sur la procédure que vous voulez mener. En dehors de ça, nous voulons aussi également peut-être faire un autre plaidoyer auprès, par exemple, de nos hommes. Parce que justement, en travaillant en droit de la famille, je constate qu'on va faire des séminaires, des formations, on veut éduquer toute la population, mais vous allez voir que les hommes sont les plus grands absents. Ils sont les plus grands absents et ce sont eux qui se plaignent le plus, tout justement, d'être marginalisés dans un système judiciaire. Il y a des mythes qui circulent comme le Canada, c'est un pays des femmes. Vous voyez, les gens vivent avec les mythes au lieu d'aller avoir l'information. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un pays des femmes. Le système judiciaire, c'est un système équitable qu'on a mis en place. Chacun vient avec ses arguments, chacun vient avec son dossier préparé comme il se doit pour pouvoir se défendre ou pour pouvoir réclamer ses droits. Donc, c'est important que les hommes participent. Moi, je constate juste que quand nous faisons des formations, les femmes viennent en masse, elles sont informées, mais les hommes sont à la traîne et je ne comprends pas pourquoi les hommes sont à la traîne et je pense que pour encourager cette inclusion, pour encourager cette diversité-là, il faudrait comme un peu démystifier ou apporter dire aux gens que les mythes là, ce sont que des mythes là, c'est pas vrai. Il faut travailler sur le droit à l'information, il faut s'approprier l'information et croire en système. Parce que si tu ne crois pas au système dans lequel tu vis, bah, tu ne poseras jamais les actes qu'il faut pour que ce système-là, en fait, te protège ou que tu en tires des bénéfices. Donc, c'est important que toute la communauté noire, que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes, vraiment qu'on atteigne toutes les couches possibles de sorte à ce que vraiment l'information atteigne tout le monde pour que tout le monde sache naviguer dans le système judiciaire au lieu de naviguer dans les mythes, les informations de bouche à oreille. Non, aller chercher l'information correcte. Donc, c'est un peu ce que je voulais un peu ajouter par rapport à ce que mes collègues ont dit tout à l'heure. Merci beaucoup, Maître Kalonji. Est-ce que les participants ont d'autres questions ou des commentaires? Quelqu'un veut prendre la parole?
Non, c'est des bons points. C'est l'important, la confiance dans le système. Regardez les problèmes actuellement aux États-Unis. Puis je pense que c'est une des raisons, ces problèmes viennent aussi se refléter sur la société canadienne. Le manque de confiance en la démocratie, au système, à la primauté du droit, tout ça, c'est des graves problèmes aux États-Unis qui commencent à venir au Canada ou qui ont toujours existé, mais qui commencent de plus en plus à devenir des problèmes réels et sérieux dans la société. Donc, c'est des bons points qui ont été mentionnés parce que quand les gens ont confiance au système, ça fait aussi la confiance, ça fait partie de la qualité du fonctionnement de l'accès à la justice. Donc, c'est très important. Merci beaucoup, Maître Apollon. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Oui, allez-y, Monsieur Saint-Elmy. Oui, j'ai une petite question, mais avant, j'aimerais remercier vos panélistes pour leurs interventions qui sont toutes d'excellente qualité. Cependant, j'ai deux questions. La première question, comment peut-on avoir confiance dans un système où les communautés et les individus racisés sont surreprésentés, y compris les autochtones? C'est la première question. La deuxième sous-question, comment il y a une des intervenantes, je crois que c'est Maître Kalonji, qui parle d'équité dans le système. Comment concilier cette équité avec la surpopulation des pénitenciers surtout et des prisons en général, des citoyens et des justiciables autochtones, néo-canadiens, afro-canadiens, etc. Donc, voilà les deux questions que j'aimerais vous poser. Merci pour ces belles questions. Je vais répondre, je peux te donner une réponse à cette question sur, par exemple, la surreprésentation de certains types de communautés. Ça commence aussi avec la formation des avocats qui comprennent le système, qui comprennent exactement quel est le système. Je vais vous donner un exemple. Un client qui a un statut d'immigration, on va pas précaire, mais disons, il y a certains types de peines. Lorsque vous avez cette peine, ça vous rend inadmissible au Canada, par exemple. Par des conduites avec des facultés affaiblies, lorsque ça dépasse un certain niveau, vous devenez inaccessible après, vous allez perdre sûrement votre résidence, vous ne pouvez pas faire la citoyenneté. Il y a beaucoup de conséquences. Ce client, par exemple, allait voir un autre avocat, mais cet avocat ne connaissait pas cette conséquence. Donc, il s'apprêtait à faire un plaidoyer, mais il n'avait pas idée de la conséquence que la peine pourrait avoir sur son statut d'immigration. Mais pourtant, lorsque vous avez un avocat qui connaisse cette conséquence, en faisant ce qu'on appelle les CPD, Crown Preachers, on organise souvent des rencontres avec la couronne pour discuter avec la couronne, pour avoir un plaidoyer, pour trouver une entente, pour avoir une certaine peine. Mais le fait, par exemple, que moi, on va dire, j'appartiens à un certain type de communauté, je sais exactement quelles sont les conséquences pour cette personne directement. Donc, ça commence aussi par là, qu'il y ait plus d'avocats dans notre communauté, parce que le système, pour les personnes qui viennent d'une certaine communauté, même dans le système criminel, ils l'ont compris. Il y a des peines maintenant adaptées pour les personnes autochtones, pour certains types de personnes. Il y a des peines de plus en plus adaptées. On prend ça en compte. Mais il faut aussi des avocats qui soient au courant de cette réalité. C'est important. Le système est très compliqué. Mais beaucoup de choses sont faites pour que les choses soient améliorées. Ça, il faut le reconnaître. Beaucoup de choses sont faites par le système criminel, par d'autres systèmes, pour que les choses soient améliorées. Mais ça prend des personnes qui comprennent que certaines choses sont faites et que des personnes de certaines communautés peuvent bénéficier de ça. Alors, j'aimerais aussi ajouter, puisqu'on parle de causerie dans le cadre du mois de l'histoire des communautés noires, etc., pour moi qui pratique en droit de la famille, je me dis aussi que cette surreprésentation-là peut être prévenue comme en avance parce que tout part de la famille, c'est la base de la société.
Et donc, donnez-moi juste 5 minutes. Donc, tout part de la société. Une fois que vous avez une famille en difficulté, vous, en tant qu'avocat en droit de la famille, vous devez être capable de leur donner toutes les ressources pour qu'ils puissent aider et emmener leurs enfants dans de bons systèmes. Si vous avez un parent qui est, par exemple, absent, vous savez qu'il est absent, vous savez aussi qu'il y a un problème de pension alimentaire, mais c'est autant de ressources financières qui peuvent intervenir pour sauver toute une famille et sauver toute une génération. Donc, en même temps que je parle de cela, je veux aussi encore revenir sur mon offre active. Nous sommes des avocats noirs, nous avons une bonne connaissance du système et nous savons que nous devons éduquer nos enfants de telle sorte qu'ils évitent ce genre de situation. Puis ça passe par avoir géré nos ressources économiques et surtout leur donner une bonne éducation, être présent dans la vie de nos enfants. Une fois qu'on réussit à faire ça au niveau de la famille, on peut maintenant accuser le système entier. Puis là, c'est ce que moi, je voudrais dire personnellement. Merci beaucoup, Maître Kakou. Est-ce que quelqu'un aimerait rajouter quelque chose à cette réponse avant de clore cette causerie? Moi, je pourrais aussi rajouter que, comme l'a si bien dit Maître Damien, c'est pas comme si les choses ne sont pas faites. Moi, je vous dis qu'il y a beaucoup d'améliorations au niveau de la représentativité des avocats noirs. Et le travail que nous faisons avec nos communautés, moi, je reçois par exemple des invitations pour parler de comment est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus à comment on pourrait accéder à des meilleurs systèmes d'éducation, comment on pourrait améliorer notre représentativité en tant que communauté. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Et puis, moi, je pense que je peux le remarquer de plus en plus. Nous avons beaucoup de nos compatriotes qui retournent, qui font des études de droit, qui deviennent des avocats, qui deviennent compétents et qui pratiquent. On fait beaucoup de plaidoyer pour qu'on ait aussi suffisamment de juges. On encourage les avocats noirs qui sont déjà dans la profession, ça fait déjà 10 ans et plus. On les encourage de pouvoir postuler à des postes de juges pour devenir des juges, afin tout justement d'apporter ces sensibilités culturelles-là, de pouvoir essayer de résoudre ce type de problématique qu'on est en train tout le temps de dénoncer au fur et à mesure. Donc, je me dis qu'il faudrait, c'est vrai que c'est pas encore suffisant, mais entre-temps, on ne peut pas aussi dire la communauté noire au Canada, on représente quel pourcentage? Je ne sais pas, Maître Apollon, est-ce que vous avez des statistiques de la communauté noire en général au Canada? C'est quel pourcentage? Oui, il y a plusieurs statistiques. Statistique Canada, les statistiques. La plus grande population noire est au Québec, en Ontario, et la Nouvelle-Écosse au Canada. Et Oui. donc, les statistiques officielles, je ne les ai pas immédiatement, mais elles sont toutes accessibles. Donc, Oui. et en plus, les nouveaux arrivants en Ontario, la plupart, c'est des Noirs, les nouveaux arrivants francophones. Donc, c'est la communauté africaine, surtout noire. Donc, de là, l'importance, et nord-africaine aussi. Donc, de l'importance de qu'est-ce qu'on discute aujourd'hui, de faire avancer les choses. Oui, c'est ça. Donc, la démographie grandit. Ouais. Et plus la démographie s'agrandit, plus je trouve qu'on a des chances d'être mieux représenté. Il faut étudier. J'encourage les gens, faites des études, accédez à l'information, à la formation, visez des postes. Ce n'est pas réservé seulement à une certaine catégorie de population. Rêvons grand. Rêvons grand, et puis je pense que tout a commencé d'abord par un rêve et puis un jour ça devient une réalité. Donc c'est possible de changer toutes ces problématiques de sous-représentation au niveau de la communauté noire en général. Merci beaucoup, Maître Liliane, et à tous ceux qui sont là pour vos belles réponses. Je vois qu'il est 13 h, ce qui dit que
nous devons maintenant clore cette causerie. Donc, pour finir, il faut reconnaître que cette conférence a mis en lumière les défis de l'accès à la justice pour les communautés noires, tout en soulignant l'importance de la plaidoirie visuelle. Les échanges entre nos conférenciers et nos participants ont été riches, ça c'est évident. Ils ont aussi mis en avant des idées innovatrices. La plaidoirie visuelle peut sensibiliser efficacement aux problèmes d'accès à la justice. C'est ce que nous avons retenu de cette causerie. Et en tant qu'acteurs de la communauté juridique, nous avons la responsabilité de travailler ensemble pour un système judiciaire plus juste. Continuons, j'allais dire, cette conversation et mettons en pratique les idées discutées aujourd'hui. Merci à tous pour votre engagement et votre temps de dîner qui est très précieux. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où la justice est accessible à tous sans distinction d'ethnie, de race ou d'origine. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci au PPD, merci tout le monde. Bonne fin de Merci. semaine à Merci tout pour le une monde. excellente conférence. Merci. Oui, bonne fin de semaine, bonne longue fin de semaine à tout le monde. Bye. Nous Ouais, autres, au merci. Québec, c'est une fin de semaine normale. Oh, OK. Nous, on va profiter. Ouais. Pensez à nous. Maître Diop, merci beaucoup pour votre Merci à vous bon aussi. bénévolat. C'était très intéressant. Merci à vous Je aussi. pense que ça doit continuer, ces genres d'initiatives, amener les gens à réfléchir sur le sort des Absolument. minorités face au système de justice, parce que nous avons du chemin à parcourir, il y a du travail à faire. Il faut se mettre à la tâche. Absolument. Je vois Bonne fin de que... semaine. Merci à vous aussi. Marie-Florence Samuel-Lévé, est-ce que... Tino. Oui. Oui, bonjour, De monsieur la Tino. télé. Tino. Oui, bonjour. Excusez, je pense que j'ai dû venir vers la fin. En fait, je me suis inscrite pour ce webinaire que j'ai trouvé très intéressant, mais c'était pas facile de pouvoir vous joindre. J'ai appelé Oh, désolé plusieurs fois, vraiment j'ai pour... passé tout le temps, on m'a envoyé un lien, mais c'était difficile. Il y a le contact que vous avez laissé, elle a essayé de m'aider, mais c'était tout compliqué. Il a dû faire, à peine que j'étais rentrée, que c'était fini. C'est Oh, dommage, je m'étais inscrite, j'ai reçu un lien, mais qui ne fonctionnait pas. Maintenant, ma question, est-ce qu'on peut avoir un peu enfin, l'enregistrement de ce que vous avez dit? Parce que moi, le thème m'a tellement intéressé, mais bon, malheureusement, oui, absolument. j'ai pas pu. Nous allons seulement devoir obtenir le consentement de tout un chacun, notamment des participants, pour pouvoir la partager aux autres, à vous, bien évidemment. OK, Et nous, merci. encore une fois, désolé pour ce dégrément, c'était Non, pas... c'était vraiment bizarre, mais comme la technologie a des raisons qu'on n'écoute pas, Ouais. le Zoom est très facile d'accès. Vous m'avez envoyé un lien, mais le lien, on ne pouvait pas y avoir Ouais. accès. Donc, peut-être qu'il Malheureusement, faut vous voir n'étiez ça pas la aussi. seule. Ouais. Merci beaucoup. Encore une fois, Je désolé pense pour que ça, vous avez vraiment. fait beaucoup de choses. Moi, le système judiciaire, ça m'intéresse. C'est un peu flou pour moi en tant qu'immigrant ici. Et quand je vois que certaines personnes s'y adonnent et puis veulent informer leur communauté, vraiment, c'est à saluer, c'est à féliciter. Merci. Absolument. Merci à vous aussi.